Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé. Et aujourd'hui, nous allons faire l'EDEC 2019 maths ECS. Et on va analyser donc les trois exercices plus le problème. Je vous ai fait en plus le corrigé que vous pouvez télécharger sur le site MyPrepaNews. Et alors là, je vous conseille, avant de regarder cette analyse, d'essayer de faire les exercices, parce que sinon, vous n'allez pas vraiment tirer avantage de cette analyse. On commence par l'exercice 1, c'est parti. On commence avec cette première question, déterminer un polynôme annulateur de A, qui soit de degré 2. Donc là, on se dit qu'on va devoir trouver quelque chose de la forme A carré plus A plus CI égale 0, quelque chose de ce genre. Alors, on peut le faire en faisant un système, hein, c'est d'ailleurs comme ça qu'il faudra rédiger, mais ce qui est sympa sur cette question, c'est qu'on sait déjà quel va être le polynôme annulateur. Pourquoi? Parce qu'on regarde la suite. Et regardez la suite. On a ici R1, le rang de A moins l'identité, et le rang de A moins 2 identité. Donc on se dit que ça va être une histoire de sous-espace propre. Et donc ici, puisque le rang, ça n'est pas très loin finalement de la dimension du noyau, hein, avec le théorème du rang, dimension de ker de A moins l'identité et ker de A moins 2 l'identité, on se dit que ça ressemble au sous-espace propre. Et donc on se dit que le polynôme annulateur, ça va sans doute être x2, x-2, facteur de x-1. Ce qui donne, regardez, ici, hein, je vous ai mis ça dans les éléments de correction. On voit ici rank de A-I3, rank de A-2I3. Donc, on sait que le spectre, ça va être 1, 2. Et donc, on sait que le polynôme annulateur qu'on va trouver, ça va être x-1, x-2, c'est-à-dire ce polynôme-là. Bon, et donc après, dans la pratique, comment on fait? Eh bien, on cherche ABC tel que. Alors, moi, j'ai mis A carré plus B, A plus CI, mais le plus judicieux ici, c'était de mettre 1. Donc là, d'ailleurs, c'est ce qu'on va trouver. A égale 1, B égale moins 3, C égale 2. OK. Ensuite, on nous dit en déduire les valeurs propres éventuelles, les valeurs propres possibles, ici de lambda 1 et lambda 2. Bon, on sait que ça va être, les valeurs propres vont être incluses dans 1, 2. Ce sera soit 1, soit 2, soit les deux, soit aucune. Bon. Les commandes Scilab ici nous permettent de trouver le rang de la matrice M. Ils sont sympas, ils nous donnent ici la définition de cette commande. Et donc, du coup, par le théorème du rang, on voit assez vite que comme le rang de A-I3, c'est la dimension de l'image de F-id, c'est égal à 1, du coup, la dimension de ker de F-id, par le théorème du rang, ça va être 2. Et donc, on arrive assez rapidement à trouver que 1 est valeur propre et son sous-espace propre est de dimension 2, et que 2 est valeur propre et son sous-espace propre est de dimension 1. Donc là, vraiment, on ne peut pas dire que c'était très difficile. Il fallait savoir lire un peu quelques commandes Scilab et puis être un peu malin sur le polynôme annulateur, mais même sans être malin, on y arrivait. Hein. C'était juste voilà, ma façon moi, de voir les choses. Ensuite, donner une base de chacun donc ça, vous le ferez. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Alors attendez, je vais peut-être sauter une question ici. Question. Non, c'est bon. Donc voilà, on attaque maintenant la question 2A. Parce que là, ici, c'est calculatoire, vous le ferez. Question 2A, justifier qu'il existe une base U1, V1, V2, où U1, V1 est une base de F moins lambda I. Bon, ça, c'est en fait le cours. Hein. On sait que F est diagonalisable, puisqu'on a la somme des dimensions des sous-espaces propres qui fait la dimension de R3. Donc, F est diagonalisable. Et donc, on sait que les sous-espaces propres sont supplémentaires dans R3. Ça, c'est le cours. Et donc, il y a un point de cours aussi qui nous dit que quand je fais ce qu'on appelle la concaténation des bases, c'est-à-dire quand je prends une base de E1F et quand je prends une base de E de F, j'obtiens une base de R3. Donc là, ici, c'était aussi le cours. La question B sur l'histoire de coordonnées, donc on pouvait le faire de différentes manières. Là, je vous ai fait des rappels de cours sur comment exprimer un vecteur qui est dans R3, comment l'exprimer donc, en fonction de ABC, les coordonnées de ce même vecteur, mais cette fois dans une autre base. Là, il y a un point de cours en fait. Hein. Je voulais rappeler. P, la matrice de passage de B à B', X, la matrice de petit x dans la première base, B, et X', la matrice de ce petit x dans la base B'. Et ben, il y a un point de cours qui nous dit que X, ça vaut Px'. Et du coup, X', ça vaut P moins 1x. Bon. Et donc là, on se servait de ce point-là et on finissait par y arriver. Je ne l'ai pas fait, hein, vous vous amuserez à le faire. Et méthode 2, on pouvait aussi résoudre un système. Dire, bon, bah, X, ça vaut AE1 plus BE2 plus CE3.
Et nous, on cherche alpha, bêta, gamma, tel que ce soit égal aussi à alpha U1 plus bêta V1 plus gamma V2. U1, on l'exprime en fonction de E1, E1, E2, E3. V1, on l'exprime en fonction de E1, E2, E3. V2, on l'exprime en fonction de E1, E2, E3. On passe tout à gauche. On met ça sous forme finalement d'une combinaison linéaire qui s'annule. Et comme E1, E2, E3 est une base, ça nous permet de former un système. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais c'est une résolution de système standard. En partie 2, là, on élève un peu le niveau. Ici, on pose donc on rentre dans le cas général, en fait. Et on a cette question ici. En notant IN, la matrice d'identité, montrer que D moins lambda 1 IN, D moins lambda 2 IN, D moins lambda P IN égale 0, avec les lambda I qui sont les valeurs propres 2 à 2 distinctes. Il y en a un P. On est dans un espace de dimension N. Donc là, ce n'est pas une question si simple si on veut bien la rédiger. Alors, je n'ai pas fait une rédaction type parisienne, parce que concrètement, on pourrait faire une rédaction avec du produit matriciel, vous savez, avec les sommes, etc. Mais c'est très, très lourd pour un EDEC. Je pense que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient plutôt… Alors, je vous ai fait un petit brouillon pour que vous compreniez. Je vous ai pris un exemple simple. Supposons qu'il y ait 3 valeurs propres. On ait D, qui soit la matrice diagonale. Donc, je rappelle, F est diagonalisable. Et on a les sous-espaces propres, donc ici on a P sous-espace propre. Là, en prenant un cas simple pour comprendre, si on a donc F qui est un endomorphisme de R3, donc dans un espace de dimension 3, et que F admet 3 valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3, on a la matrice D qui vaut ça. Bon. Et quand je fais D moins lambda 1, I3, fois D moins lambda 2, I3, fois D moins lambda 3, I3, regardez ce qu'on a. J'aurais pu prendre une matrice 2-2 pour que ce soit encore plus simple, mais 3-3, ça va, ça parle aussi. Et bien, regardez ce qu'on a quand je fais le calcul. On se rend compte que, tiens, le sur la première matrice, il n'y a que des zéros. Enfin, il y a un zéro, pardon, sur le premier élément de la diagonale. Sur la deuxième matrice, il y a un zéro ici. Et sur la troisième matrice, il y a un zéro là. Eh bien, sachez que quand on multiplie tout ça, eh bien, en fait, ça fait la matrice nulle. Puisque là, ce 0 ici, quand je le multiplie par ça, ça va faire 0. Bref, amusez-vous à le faire. Vous verrez que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, quand on généralise, ça va être la même chose, sauf que c'est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire qu'on a une matrice D où on a lambda 1, on sait un certain nombre de fois, lambda 2, un certain nombre de fois, et lambda P, un certain nombre de fois. Et quand je fais D moins lambda 1 IN fois D moins lambda 2 IN, on se rend compte que, eh bien, en fait, il va y avoir que des zéros ici. Et après, lambda 3 moins lambda 1, etc. Et donc, quand on conjecture ce raisonnement, on finit par avoir que des zéros partout. Donc voilà, là ici, je pense que c'est ça qu'ils attendaient, une démonstration un peu matricielle, alors qu'on pouvait aussi le démontrer de différentes façons avec les endomorphismes. En déduire un polynôme annulateur, c'est direct, puisque ici, on sait que D, c'est la matrice représentant F dans la base B, donc toutes les relations vérifiées par D sont aussi vérifiées par F, et donc on a ici l'équivalence que D, c'est pas une égalité, attention, D moins lambda 1 IN, etc., égale à 0, c'est équivalent à F moins lambda 1 id, rond, attention, c'est pas fois, rond F moins lambda 2 id, etc., égale 0. Et 0, 2, si on veut écrire bien les choses, ici on est en présence d'endomorphisme, donc c'est le 0, c'est l'endomorphisme nul, c'est-à-dire 0 de L de E, L de E qui est l'ensemble des endomorphismes de E. Ok, et donc on conclut directement, vu qu'on a cette relation, que x moins lambda 1, x moins lambda, x moins lambda p est un polynôme annulateur de f. Ensuite, on enchaîne avec une partie culturelle sur les polynômes de Lagrange. Donc ça, c'est tombé tellement de fois dans toutes les écoles. Le plus vieux en date, j'ai pu, mais en tout cas, c'est tombé en 96. Ça, c'est sûr, parce que c'était mon année. Et donc, sur la maths HEC, il y avait ça en partie 2. Mais c'est tombé plein de fois. C'était tombé aussi à l'ESCP, je crois, de mémoire, peut-être en 2003. Oui, je pense que c'est 2003, un sujet de bilinéaire où il y avait aussi des polynômes de Lagrange. Bref, c'est tombé aussi récemment. Donc ça, cette partie-là, vous ne pouvez pas ne pas savoir faire. C'est des choses de bisu, ça. Donc, je vous ai remis ici, j'ai mis par cœur. Là, on trouve à l'arrivée
LK de lambda i qui vaut 0 si différent de K, 1 si égale K, donc laissez-vous porter par le corrigé, il n'y a pas de difficulté majeure. Ici, établir que P, donc, et montrer que L1, L2, LP est une base, donc là, attention, pas de récurrence à faire, comme on le voit trop souvent. Ici, beaucoup plus simple. Ici, déjà, chose que les étudiants ont tendance à oublier, il faut quand même rappeler que pour être une base de RP-1 de X, il faut que les vecteurs ici appartiennent à RP-1 de X. Donc, il y avait un premier élément qui était de vérifier que le degré de LK est inférieur ou égal à P-1. Ça, vous pouvez être sûr que la moitié des étudiants ont oublié, voire plus. Donc, il fallait commencer par ça. On fait le degré, on trouve, ok, on y arrive, parce que c'est un produit de polynôme de degré 1, et il y en a P-1, puisqu'il y a, ici, on est pour tout J appartenant à un P privé de K, attention. Et donc, par produit, on obtient bien que le degré de LK égale P-1, et donc on a bien LK qui appartient à RP-1 de X. Bon, et la liberté, donc on prend une combinaison linéaire qui s'annule, et puis il suffisait tout simplement ici de dire, vu que c'est vrai pour tout x, on va l'évaluer pour tout x réel, si on passe à la fonction polynomiale. C'est vrai aussi quand on évalue en lambda i. Voilà, là, je l'ai mis avec des pointillés, alors que là, je l'ai mis avec des sommes. Sigma, c'est la même chose. Ici, donc somme des lambda i, somme des alpha k, lk de lambda i, on se rend compte que ça fait en fait 0. Et du coup, après, on se dit, oui, mais LK de lambda i, ça vaut quoi? C'est là que j'ai fait apparaître les choses. Je sépare le terme en i, alpha i, li, lambda i, plus somme des alpha k, lk, lambda i. Et ça, on a vu dans la question précédente que ça valait 0. Donc, il ne reste qu'un seul terme, alpha i, li, lambda i, mais li, lambda i vaut 1. Donc, directement, on a pour tout i, alpha i égale 0. Et c'est bien la définition de la liberté de la famille. OK. Ensuite, du coup, voilà, je dis d'après 1, d'après 2. Et puis en plus, comme la dimension de RP-1 égale P égale cardinal de L1, LP. Alors si vous n'êtes pas fan de mettre cardinal, parce qu'il y a des profs qui disent attention, ça n'est pas un ensemble, c'est une famille, donc cardinal n'est pas adapté. Bon, alors, moi, je l'ai vu dans à peu près 500 corrigés de profs agrégés, donc je sais que cardinal, ça peut passer, mais si on est puriste, on peut dire égale dim de RP-1 de X égale P, et L1, LP est une famille de P vecteurs. Ça vous froissez personne. Et donc, L1, LP est une base de RP-1 de X. Ok, donc là, vraiment très classique. Établir alors que, bon, et bien là, en fait, on se sert de la définition d'une famille, souvenez-vous, d'une base, pardon. Comme c'est une base, on sait que P peut se décomposer de manière unique en fonction de LK. Donc, on peut former une combinaison linéaire unique à l'aide de L1, L2 jusqu'à LP. Et après, l'idée, c'est d'évaluer en fait en lambda i, vu qu'ici, on a P de lambda k. On se dit, tiens, on veut montrer en fait que alpha k, c'est égal à P de lambda k. Bon, si j'évaluais ici P en lambda k, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je le mets en lambda i ici, puisque j'avais mis déjà le k est déjà réservé ici, donc je ne peux pas prendre k. P de lambda i, je me rends compte qu'une fois de plus, tout ça, ça va s'annuler. Il restera juste alpha i, li de lambda i, mais li de lambda i, ça vaut 1, donc on obtient alpha i. Donc le alpha i vaut toujours P de lambda i, donc le alpha k qui est ici, je peux le remplacer par P de lambda k. C'est magique. En déduire que somme des li vaut 1, bon, là, en fait, ici, posons P1, le polynôme constant, égal à 1. Eh bien, P1, il appartient bien à RP-1 de X. Vu que ça, c'est vrai pour tout P, il fallait penser à l'appliquer aussi pour le polynôme P égal à 1. Et en l'appliquant pour le polynôme P égal à 1, on arrive à trouver rapidement le résultat. Bon, tout ça donc, est classique. Maintenant, la question 5, ça permettait de faire du lien entre ce qu'on vient de faire et puis ce qu'on a fait un peu juste avant, puisque je vous rappelle que l'objectif ici, ils nous le disent dès le début, on se propose de déterminer la décomposition de chaque vecteur x de E sur la somme directe, blablabla. Ok, et bien on va décomposer. Et là, on va se servir certainement de cette histoire de somme, là, parce que ça, c'est bien une décomposition. Là, quelle était l'idée sur cette question 5A? L'idée sur cette question 5A, déjà, ici, c'est de se rendre compte que LK de F, on va regarder ce que c'est ce LK de F de X. Ce qu'ils nous disent, montrer que pour tout X, LK de F de X appartient au noyau. Ok.
Et ben on va le faire à partir du noyau. Donc il faut déjà que j'écrive ce que c'est que LK de f de x. Ça vaut, attention à la notation, ça vaut en fait cette chose-là. Si vous voulez mettre des pointillés parce que vous ne connaissez pas cette notation-là, qui n'est pas ultra classique, ça veut dire juste je compose cet endomorphisme-là avec celui-là, etc. Donc là, vraiment, je reprends mon polynôme, ici, sauf que LK de f, je remplace en fait le x par f. Et le lambda k sur lambda j, je le mets devant parce que diviser des endomorphismes, c'est pas très heureux. Donc généralement, on le met devant comme ça. Donc bref, ça nous fait ça. Et ensuite ben, je me rends compte de quoi? Je me rends compte, ça, on veut montrer quoi? On veut montrer que quand on va composer par fk, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on veut, hein, on veut montrer que fk moins lambda k id de lk de f de x vaut 0 en fait. C'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer que cet élément-là appartient au noyau. Donc il faut faire f moins lambda k id de ça. Bon, et donc quand je fais f moins lambda k id de ça, ben, pour voir ce qui se passe, ici, il faut en fait, on va se servir de ce polynôme annulateur qu'on avait formé ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait trouvé ici un polynôme annulateur. Sauf que le polynôme annulateur, on a lambda 1, lambda 2, et puis il y a lambda k qui est au milieu ici, jusqu'à lambda p. Enfin, lambda k est au milieu. En tout cas, il est là-dedans. Le problème, c'est que si je fais d moins lambda k ici, devant, et non pas au milieu, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, en fait, oui. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, de manière assez simple, que f moins lambda i, donc c'est un petit corollaire que je montre ici, là, un petit lemme, je montre que f moins lambda i id rond f moins lambda j id, ben, en fait, faites le calcul, développez-le, c'est exactement égal à f moins lambda j id rond f moins lambda i id. Donc ça, il fallait bien le repérer, c'était une petite utilité de la question. Et donc, du coup, quand je fais f moins lambda k rond lk de f de x, eh bien, en fait, le fk moins lambda k id, eh bien, je peux le mettre là-dedans. Il est là-dedans. En fait, il était devant, eh bien, je peux le mettre là-dedans. Alors, ça se ferait normalement, si très rigoureux, on pourrait faire éventuellement une récurrence, mais franchement, ici, non. Là, vous dites, voilà, on montre que ça commute, que tout commute, en fait. Donc, du coup, comme ça commute, eh ben, je peux celui-là le basculer là, et après le basculer encore derrière, etc. Bref, on peut les mettre où on veut, les f de f moins lambda k id. Donc, je le bascule là-bas. Donc ça, c'est une démonstration que vous pouvez faire. On pouvait aussi raisonner, je suis en train de raisonner tout avec vous, en partant du polynôme. C'est-à-dire que le polynôme, on a x, je vais peut-être une petite remarque là, qui me vient. Regardez, si j'ai x moins lambda 1 fois x moins lambda 2, je vous prends un exemple fois x moins lambda 3, etc., égal à 0, enfin, je vais vous reprendre cet exemple simple, eh bien, en fait, c'est pareil que x moins lambda 2, puisque la multiplication est commutative, x moins lambda 1, x moins lambda 3. Donc, on peut aussi raisonner comme ça. Et donc, se dire que le polynôme annulateur qu'on a, on a aussi, ici, dans notre cas, x moins lambda k, fois x moins lambda 1, jusqu'à x, alors c'est un peu pénible ici, puisque ça nous fait, alors si je veux le faire bien, on va le faire avec les grands pi. Produit de x moins lambda i pour i variant de 1 à p avec i différent de k, bon ben ça, on sait que ça vaut aussi 0, polynôme annulateur. On pouvait aussi raisonner comme ça. Moi, je vous l'ai fait version endomorphisme, c'est la même chose. Toujours est-il qu'on arrive au fait que ici, ça vaut 0 d'après la question 3b. Et même le produit qu'on a devant, parce qu'il ne faut pas les oublier, ces produits de lambda k ou lambda j, ben on les met devant en fait. Ça nous fait ça. Et ben ça ne change rien à faire, c'est un réel. Ça, c'est un endomorphisme nul. Donc le tout, alors d'ailleurs ici, si on est parfaitement rigoureux, attention, il y a un petit oubli ici, dans la correction. Ici, il manque, vu que j'ai mis ici un 2x, ici, soit j'enlève le 2x, soit je le mets. Donc, il faut le mettre ici à la fin. Sinon, il y a une confusion des objets mathématiques. On a dans un cas un endomorphisme et dans l'autre, on a un réel. Donc attention. Ok. Donc, on arrive à LK. Alors, je vous dis un réel, non, c'est plutôt un élément ici de. On est dans quoi? Dans E. Donc, on a dans ce cas ici un vecteur de E. Et ici, on a un endomorphisme. Donc, pour que ce soit les objets, qu'il n'y ait pas de confusion d'objets mathématiques, ici, il faut qu'on mette un X. Attention.
Bref, on a LK de f de x appartient bien à ker de f moins lambda kid, c'est fait. Et donc après, on nous disait, eh ben, une fois qu'on a montré ça, en déduire la décomposition cherchée. Bon, la décomposition cherchée, ici, on se souvient que comme les f est diagonalisable, on sait que les sous-espaces propres sont supplémentaires dans E. Et donc, d'après le cours, on sait que quand on prend un x quelconque, x va s'écrire de la forme x1 plus x2 plus xp avec x1 qui appartient à ça, enfin à ker de f moins lambda 1 id, x2 qui appartient à ker de f moins lambda 2 id, etc. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a? On a la question 4D qui nous dit que la somme des LI vaut 1. Donc quand je l'applique, cette fois version endomorphisme, on a la somme des LI de f qui vaut l'identité. Eh oui, ici 1, c'est l'identité quand on raisonne en endomorphisme. Et donc du coup, on a, quand je prends un z quelconque, pour tout z, somme des LI de f de z qui vaut z. Et donc, si je prends, vu que j'ai pris un z quelconque, je prends z égale x, le x que j'ai posé ici, soit x appartient à E. Je prends le z égale x, et donc, du coup, ça nous fait somme des LI de f de x qui vaut x. Mais on sait, du coup, ça veut dire que x est égal à L1 de f de x, plus L2 de f de x, plus Lp de f de x. Et on sait que c'est L1 de f, il appartient à ker de f moins lambda 1 id, L2 de f, il appartient à ker de f moins lambda 2 id, etc. Donc, la décomposition unique que j'avais trouvée ici, là, enfin, qui nous vient du cours, nécessairement, vu que j'ai trouvé un x1 qui fonctionne, eh bien, c'est le bon. Le x2 ici, on l'a trouvé, c'est L de f2 de x, c'est le bon aussi. Bref, on a trouvé cette décomposition unique qui fait que, voilà, on a bien. Il existe un unique x1, x2, xp appartenant à ker de f moins lambda 1 id, etc., jusqu'à ker de f moins lambda 2 moins lambda p id, tel que x égale à x1 plus x2 plus xp, et on connaît ces xi, xi, ça vaut li de f de x. Youpi. On ne va pas faire la question 6, la question 6 c'est une question de vérification, donc vous pourrez vous amuser à la faire. Là, on a vu l'essentiel sur cet exercice. Je vous laisserai analyser plus précisément le corrigé qui est téléchargeable. Et nous allons maintenant basculer sur l'exercice 2 dans une autre vidéo. Donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube où on va comme ça vous mettre à disposition des vidéos d'analyse de pépites du concours. Merci pour votre écoute et à très bientôt, là tout de suite, là pour l'exercice 2 de l'EDEC 2019 ECS. Ken, c'est plus rapide quand même. Top. Eh bien, alors, attention, je vais passer à l'exercice 2. Alors, attends, exercice 2. Je vais préparer un peu HEC 2006 là. Ouais, alors, attends 2 secondes. Je mets... voilà. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant de l'EDEC 2019, premier exercice, maths ECS. Eh bien, nous allons faire encore une vidéo du concours corrigé où nous allons zoomer sur l'exercice 2 de l'EDEC 2019, maths ECS. Et là, vous voyez l'écran qui est séparé en deux. Pourquoi? Parce que là, on est très content quand on voit ça. Parce qu'on reconnaît des choses qu'on a déjà vues à maintes reprises dans l'histoire des mathématiques. Et là, je vous ai mis une petite version. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est, regardez, c'était HEC 2006. En 2006, on commençait exactement par du préliminaire sur la fonction arctangente, la dérivée, et puis arctangente x plus 1, arctangente 1 sur x égale pi sur 2. Et puis après, on n'avait pas l'équivalent, on avait une inégalité. Et puis après, on avait, tiens, 1 sur pi 1 plus x2. Ah bah tiens donc, c'est fou. F de x égale à 1 sur pi x carré plus 1. Bref, on était ici, franchement, plutôt content de faire cet exercice 2 parce qu'on était quand même dans des choses qu'on a priori déjà vues. Je vais, moi, zoomer plutôt. Alors, attendez, on va se mettre sur donc le corrigé de cet exercice
2, laissez-moi m'y mettre. J'ai inséré tout le corrigé qui fait une trentaine de pages, 38 pages, ce corrigé de l'EDEC, que vous pourrez télécharger, n'oubliez pas, sur MyPrepaNews. Alors, je me mets dessus. Exercice 2, où es-tu? Tu es là. Bon, le cours nous permet assez rapidement de voir que l'arctane, quand je dérive, ça nous donne 1 sur 1 plus x2, donc là, je ne le réexplique pas. Après, ils nous disent, donner la valeur de arctangente 1, on trouve 1. Cette relation-là, elle se fait par étude de fonction, c'est-à-dire qu'on pose ici une fonction qui, à x, associe arctangente x plus arctangente 1 sur x. On fait la dérivée, on obtient 0. La fonction est donc constante. Et comme elle est constante, elle est égale à h de 1. Eh bien oui, h de 1, on vient de le calculer, ils nous l'ont dit, ils sont plutôt sympas. Et du coup, on arrive à trouver très rapidement le résultat. Donc ça, c'est une partie culturelle, c'est du par cœur, il n'y a pas d'hésitation possible. Nous, on va zoomer sur cette question petit c, où j'ai extrapolé, je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit, tiens, et si on n'en profitait pas pour faire une révision sur les développements limités, qui, comme vous le savez, est le chapitre que vous préférez. Regardons ici comment former le DL d'arctangente X. Eh bien, regardez, je vous ai fait un rappel. Je vous ai d'abord dit que le DL de 1 plus U puissance alpha, je vous ai fait le rappel, ça nous fait ça. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Attendez, regardez. Quand je fais alpha égale moins 1, ça nous donne 1 sur 1 plus U, qui fait, au voisinage de 0, 1 moins U plus U carré, etc., plus petit o de UN. Bon, et après, comment on fait? On va poser U égale à T carré. Et du coup, 1 sur 1 plus T2, ça nous fait 1 moins T2 plus T4 plus, etc., moins 1 puissance n T puissance 2n plus un petit o de T puissance 2n. Et là, vous allez me dire, oui, mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la dérivée d'arctangente, c'est arctangente. Comment faire? Eh bien, avec les DL, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut tout faire. Et donc, on peut intégrer ce DL entre 0 et x. Et quand on l'intègre, on obtient le DL au voisinage de 0, donc de arctangente x, on obtient x moins x cube sur 3, plus etc., plus moins 1 puissance n, x 2n plus 1 sur 2n plus 1, plus petit o de x 2n plus 1. Alors, c'est pas à connaître par cœur, mais cette démarche-là, il faut que vous l'ayez déjà vu. Et donc, on sait, et c'est d'ailleurs toute la magie des développements limités, c'est que je peux retrouver tous les équivalents que je veux. Ici, arctangente x, du coup, je vais juste regarder le premier élément ici. Arctangente x, directement, on peut conclure que arctangente x est équivalent en 0 à x. Mais on pouvait aussi voir que arctangente x moins x est équivalent à moins x cube sur 3. Bref, on peut faire pas mal de choses avec les DL. Ce n'est pas l'objet du jour, mais c'était la petite remarque du jour. On conclut donc aisément que arctangente x est équivalent à x. On avait une deuxième façon de faire, si vraiment vous ne connaissez pas vos DL, peut-être connaissez-vous, ça m'étonnerait, parce que si vous ne connaissez pas vos DL, ça m'étonnerait que vous connaissiez la formule de Taylor-Young, mais sait-on jamais. En fait, ça peut être une technique, plutôt que d'apprendre tous ces DL, de connaître parfaitement la formule de Taylor-Young et de pouvoir redémontrer tous les autres DL, parce que tous les DL découlent de cette formule. Donc, formule de Taylor-Young à l'ordre 0, je vous l'ai rappelé. Bon, et donc, ça c'est la formule à l'ordre n, mais à l'ordre 0, donc je remplace n par 0, et puis je trouve assez vite, en fait, que arctangente x, c'est un x plus petit o de x, et donc arctangente x équivalent à x en 0. Voilà donc pour cette question très sympathique sur l'équivalence. Après, ici, on a du calcul, donc je ne veux pas m'éterniser dessus, mais c'est du calcul où il faut le faire avec soin, parce que derrière, en partie 2, on a des choses à faire. Là, ensuite, partie 2, on a donc là aussi une question qu'on a vue à de nombreuses reprises au concours, presque tous les ans à l'EDEC, mais même aux parisiennes, les questions sur le min et le max. Donc là, on a Mn, le max de x1, xn. Donc, on trouve assez vite, question 4a. Attendez, je vais m'y mettre. Question 4a, voilà, f mn de x, c'est la probabilité que mn soit plus petit que x. Et en fait, si mn est plus petit que x, donc si la plus grande des valeurs des x1, xn est plus petite que x, c'est que forcément celle d'en dessous, donc les autres variables, sont aussi plus petites que x. Et donc on a p de mn plus petit que x, c'est en fait l'intersection, c'est x1 est plus petit que x et x2 est plus petit que x, etc. jusqu'à xn plus petit que x. Et par indépendance, bref, on trouve assez vite fmn de x qui vaut 1,5 plus 1 sur pi arctangente x puissance n. Bon.
Après, ils nous disent justifier que la fonction de répartition de yn notée gn est donnée par. Donc là, c'est un changement de variable sans difficulté. Hein. Vous regarderez la correction, il n'y a pas de difficulté majeure. Moi, je voulais zoomer un peu sur la fin, parce qu'il y a des petites subtilités sur la fin, en revanche. Déterminer la limite. Voilà, ici, on avait des subtilités. Déterminer, pour x négatif, la valeur de limite de gn de x. Bon. Gn de x, on a ici, donc, attendez, je vais m'y mettre. Donc, je suis en question 5a. Ok, donc déjà, la limite de gn de x quand n tend vers plus l'infini, là, je montre d'abord, c'est déterminé là. J'ai montré d'abord, on va suivre le raisonnement. Donc ici, l'arc tangente, j'ai vérifié qu'elle était impaire. Ok. Donc du coup, je sais que la limite, et oui, c'est pour ça, comme elle est impaire, ça c'est assez facile, enfin, changement d'arrière, on y arrive, mais la limite de arc tangente x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins la limite de arc tangente x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à moins pi sur 2. Vous pouvez le montrer comme ça, à l'aide d'un changement de variable, si on ne connaît pas bien les propriétés sur l'arc tangente. Bon. Et ensuite, ici, pourquoi je vous fais ça? Parce que quand x est négatif et que n tend vers plus l'infini, là, ici, attendez, c'est ici, pardon. Ici, quand x est négatif et que n tend vers plus l'infini, on a nx sur pi qui tend vers moins l'infini. Donc, il faut connaître la limite de arc tangente nx sur pi en moins l'infini. C'est pour ça que j'ai fait le petit passage par l'analyse de la parité de l'arc tangente. Bon, donc ça c'est fait, on sait ça, sauf qu'ici, il y avait un piège. Ici, le piège, c'est qu'on a n qui varie à la fois à l'intérieur de la parenthèse, mais aussi en exposant. Et donc, ça nous rappelle les fameux classiques 1 plus a sur n puissance n. 1 sur a plus 1 plus a sur n puissance n. Où là, la technique n'est surtout pas de dire ah bah tiens, 1 plus a sur n, ça tend vers 1, et 1 puissance n, bah, ça fait 1. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut passer à la forme exponentielle, on n'a pas le choix. Et donc ici, on y va. Gn, c'est finalement, vu que c'est strictement positif, hein, on a gn de x qui vaut exp de n ln de 1 sur pi arc tangente nx pi plus 1 demi. Et donc, du coup, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de toute cette quantité à l'intérieur de l'exponentielle, ça fait moins l'infini. Et la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, ça vaut 0. Donc, du coup, on a bien gn de x qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et la subtilité se perpétuait juste derrière, avec ici, montrer maintenant quand x est positif que trouver la limite, quoi. Enfin, d'abord, montrer que gn de x vaut ça, donc on y va. Montrer que gn de x vaut ça, c'est pas très compliqué parce qu'il faut se servir en fait tout simplement du fait que arc tangente nx sur pi plus arc tangente pi sur nx égale à pi sur 2. Souvenez-vous, c'était la deuxième question du problème. Et donc, on arrive à trouver, sans trop souffrir, que gn de x vaut 1 moins 1 sur pi arc tangente pi sur nx. Et ensuite, en déduire la limite, et bien la limite, pareil, on refait notre histoire d'exponentielle. Là, c'est un peu plus subtil, puisqu'on a du ln de 1 moins bidule. Et là, on se dit, tiens, ln de 1 moins bidule, ça ressemble à un équivalent, ça. Ln de 1 plus x équivalent à x en 0, ça doit vous rappeler des choses. Et ben, je l'aurais écrit ici de toute façon. Et donc, du coup, on a ln de 1 moins 1 sur pi, qui est équivalent à moins 1 sur pi, et blablabla. Je multiplie par le n, parce qu'il y en a un n ici. Je multiplie par le n, ça nous fait moins n sur pi arc tangente pi sur nx. Mais on n'a pas oublié que arc tangente pi sur nx, c'était équivalent à pi sur nx, d'après la question 1c. Donc, du coup, on a, quand je multiplie tout ça, n ln de blablabla, équivalent à moins 1 sur x. Et là, on commence à jubiler. Et oui, parce qu'après, attention, regardez, ça c'était le mode brouillon, maintenant qu'on rédige, attention. Limite de n ln de 1 moins 1 sur pi arc tangente pi sur nx vaut moins 1 sur x. Et là, attention à la rédaction, il faut préciser. Exp, la fonction exponentielle est continue
en moins 1 sur x. Donc, la limite, quand n tend vers l'infini de Gn de x, c'est exponentielle moins 1 sur x. Et là, on commence vraiment à être très content. Parce que là, on voit que, on l'a pas fait, on l'a fait vite, hein, mais la fonction de répartition, c'était exactement exponentielle moins 1 sur x. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on montre en toute dernière question de l'exercice? Eh bien, on montre que Gn de x tend vers 0 en moins l'infini, en plus l'infini, pardon, quand x est négatif. Et donc, du coup, on voit que ça converge finalement vers g de x, qui est la fonction de répartition qu'on a trouvée plus haut, dans les négatifs. Sur R plus étoile, on obtient exponentielle moins 1 sur x, qui est notre g de x aussi, dans les positifs. Bref, c'est exactement la définition de la convergence en loi vers la variable dont grand G est la fonction de répartition, c'est-à-dire t. Et donc on concluait comme ça magnifiquement, et ça nous permettait de valider en plus tous les résultats qu'on a trouvés avant sur la fonction de répartition. Donc c'était plutôt une question pour nous rendre heureux. J'espère que cette vidéo vous a rendu heureux. On va enchaîner avec l'exercice 3 dans quelques secondes, là, juste après cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur notre chaîne YouTube, hein, la chaîne YouTube de MyPrépa, parce qu'on va comme ça très souvent vous faire des vidéos sur les pépites du concours. Et en tout cas, n'hésitez pas à consulter toutes ces vidéos sur le concours corrigé de l'année 2019. Merci pour votre écoute et à tout de suite pour la prochaine vidéo.